Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur et vice-président de l'UMP. Merci d'être avec nous. Merci Bruno Jeudi. Ce matin, donc en Conseil des ministres, le président a adouci quelques points de la réforme des retraites, mais a indiqué qu'il n'était pas question de revenir sur le principe des 62 ans. N'est-ce pas un peu risqué de compter uniquement sur la résignation de l'opinion après le succès des manifestations d'hier ? Non, le président de la République a dit plusieurs choses. D'abord, il a rappelé que cette réforme était indispensable, que d'ailleurs tous les pays européens, post-industriels, sont concernés, agissent, et qu'il n'était pas question que la France puisse s'exonérer de la réforme. Premier élément. Deuxième réflexion, il a rappelé qu'aujourd'hui, une retraite sur 10 était financée en réalité par la dette, et que cela ne peut pas continuer. Troisième solution, qu'il avait écarté l'augmentation des impôts pour financer, qu'il avait écarté la baisse des pensions, ce qui aurait naturellement pénalisé les retraités, donc il fallait agir. Et il a donc décidé, effectivement, de porter l'âge de la retraite à 62 ans. Quel est le message ? Le message, il est simple, c'est que nous ne reculerons pas, car la réforme est juste. C'est ça, la réalité. Il y avait quand même hier, les syndicats ont parlé de 2,7 millions de personnes dans les rues. D'ailleurs, sur ce point, peut-être que vous apporterez une précision. Vos services disent 1,1 million, les syndicats disent 2,7 millions. Qui dit vrai, c'est toujours pareil en France. Maintenant, l'écart, il est de 2, voire 2,5. Est-ce que vous avez... Là-dessus, le ministère... Les policiers ne savent pas compter ou ce sont les syndicalistes qui savent pas compter ? Au contraire, le ministère de l'Intérieur est totalement transparent sur ce point. Si je prends l'exemple de Paris, parce qu'on prend souvent la référence de Paris, il y a 2 équipes de policiers qui sont mises en place, qui se placent à des points stratégiques, et il y a d'autres policiers qui sont à d'autres points. Tout ceci est transmis à la direction du renseignement de la préfecture de police. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a une péréquation qui est faite, et c'est toujours le chiffre le plus haut qui est retenu. Toujours l'hypothèse haute qui est retenue. D'ailleurs, vous avez un exemple, vous avez un journal, La Provence, qui effectivement avait observé la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il y avait des écarts monstrueux entre les estimations de la police à Marseille et les chiffres donnés par les syndicats. C'est certainement cela. Et donc, ils avaient décidé eux-mêmes de faire leur comptage. Et honnêtement, leur comptage, c'était pas l'occasion de la manifestation d'hier, mais c'était une précédente. Leur comptage était quand même beaucoup plus proche de l'estimation des services de police à Marseille que des estimations des organisations syndicales. D'ailleurs, observez que les organisations syndicales elles-mêmes ne sont pas d'accord entre elles, puisque vous avez la CGT qui a avancé un chiffre et Sud qui en a avancé un autre. Il y a juste un écart entre les deux syndicats de 500 000 participants, ce qui n'est pas rien. Ce matin, il y avait une autre surprise, c'est finalement le président, en montant en première ligne dès aujourd'hui, au lendemain de la manifestation, a surpris. On avait compris pourtant qu'il laissait un peu son Premier ministre faire les annonces jeudi soir à la télévision. Qu'est-ce qui se passe entre eux ? Il y a un problème sur ce dossier après non, pas du tout. Ça signifie différences entendues pendant l'été ? Non. D'abord, moi, je n'ai pas entendu les différences et pourtant, j'ai pas l'oreille sélective sur ce plan-là. Et la réalité, c'est très simple, c'est que sur cette réforme, qui est une des réformes essentielles, indispensables pour notre société, c'est pas une réforme faite pour embêter, c'est pas faire un effort pour gêner, c'est une réforme qui est faite pour préserver les acquis et protéger ceux des générations à venir. C'est ça l'objectif de la réforme. Et sur cette réforme ambitieuse, il y a été une mobilisation de tous. Le président de la République, parce que c'est lui qui dirige, parce que c'est lui qui commande, le Premier ministre, parce qu'il anime et coordonne, et tous les ministres, quel que soit leur portefeuille, quelle que soit leur responsabilité. Moi, je suis ministre de l'Intérieur, mais je suis totalement impliqué, comme tous les membres du gouvernement, comme chaque membre du gouvernement, sur cette réforme, qui est une réforme indispensable, et c'est pour ça que nous ne reculerons pas. Au Sénat, un autre débat important vient de s'engager, c'est l'examen de la seconde loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, qui est le texte que vous défendez. Et ce matin, la Commission des lois a rejeté certains de vos amendements sur les peines planchers, les mineurs, l'aggravation des peines pour les meurtres de policiers. Même sur la sécurité, donc il y a des oppositions au sein de votre propre camp ? D'abord, j'ai entendu beaucoup de choses. Je voudrais rétablir un point, c'est qu'on a indiqué qu'il y avait une avalanche de textes. Non, il y a une loi d'orientation sur la sécurité intérieure, et c'est celle que je présente en ce moment même, et c'est la seule du quinquennat. Il n'y a pas donc 50 textes, il y a une loi d'orientation sur la sécurité intérieure. Sur ces amendements. Et sur les amendements, d'abord, il y a eu un vote en commission.
là, dans la commission, la plupart, on va dire, des propositions du gouvernement, la plupart ont été adoptées, notamment des modifications importantes sur le bracelet électronique. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des réserves sur les peines planchées et les peines incompressibles pour les assassins de policiers. Bon. C'est trop tôt pour connaître les raisons pour lesquelles il y a eu un vote de cette nature au sein de la commission, pour lesquelles il y a eu ces réserves. Je vais en débattre sereinement en séance plénière, et puis on verra comment ça se passe. Simplement, je rappelle qu'au Sénat, et vous êtes suffisamment avertis pour le savoir, qu'au Sénat, il n'y a pas de majorité UMP. C'est différent de l'Assemblée, donc qu'il y ait des débats, ça me paraît assez logique. On entend vos explications. À droite, quand même, il y en a certains qui n'hésitent pas justement à dire qu'il y a trop de lois sur la sécurité. On écoute Alain Juppé, qui était dimanche l'invité du grand jury RTL Le Monde. Pourquoi en rajouter dans la production législative ? Tous les matins, on nous annonce une nouvelle loi sécuritaire. Appliquons d'abord celle qui existe. Alors, Alain Juppé a tort ou il a pas bien lu ce que vous avez dit précisément, je partage l'avis d'Alain Juppé. Il ne faut pas naturellement qu'il y ait tous les matins qu'on se réveille en disant tiens, on va préparer une nouvelle loi. Il y a une réalité, c'est qu'il y a un seul texte, la loi d'orientation sur la sécurité intérieure, qui est la seule loi d'orientation présentée pendant le quinquennat. On l'a préparée d'ailleurs sereinement, ça fait de nombreux mois. Et moi, je suis au ministère de l'Intérieur. Mais depuis 2002, il y a quand même eu beaucoup de lois, plusieurs lois sur la sécurité. Loi sur la sécurité intérieure, il n'y en aura eu qu'une seule pendant ce quinquennat. Simplement, il y a aussi une réalité que personne ne doit oublier, c'est que la délinquance bouge, la délinquance évolue. Elle n'est pas figée. Vous avez des phénomènes qui n'existaient pas en réalité il y a une quinzaine d'années. Le phénomène des bandes, cela n'existait pas, ou très peu. La cybercriminalité, cela n'existait pas. Les sites pédopornographiques, cela n'existait pas. Les vols de portables qui ont explosé, par définition, il y a une 15-20 ans, c'était pas un sujet. Bon. Donc, la délinquance bouge et elle évolue, ça signifie donc que nous devons nous adapter. Et je le dis d'ailleurs très simplement, il y aura autant de textes, de décrets, que le défi de la délinquance le nécessitera. Il y a un autre élément où ça bouge, c'est la garde à vue. La ministre de la Justice prépare un projet qui prévoit notamment le recours à un avocat dès la première heure. Partagez-vous les craintes des policiers qui redoutent une nouvelle entrave dans leurs enquêtes ? Bon, sur la réforme de la garde à vue, je voudrais dire simplement 3 choses qui sont claires et compréhensibles. Premier élément, le ministère de l'Intérieur n'est pas hostile à une réforme de la garde à vue par principe. Deuxième élément, il faut que la réforme ne gêne pas l'enquête. Troisième élément, il faut que la réforme fasse naturellement passer le droit des victimes en première préoccupation. Les droits des délinquants, bien sûr, ça compte, mais ma première préoccupation, ma première priorité, ce sont les droits des victimes. Alors, il y a un texte qui a été transmis au Conseil d'État. Et d'ailleurs, il y a eu des erreurs de présentation, parce que je fais simplement observer que c'est pas la présence de l'avocat dans tous les cas de figure. Pourquoi y a-t-il Effectivement, il y a quelques exceptions, mais globalement, pourquoi les syndicats de policiers sont quand même inquiets, même avec ces exceptions. Il y a une évolution qui a été aussi rendue nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel. Et dans un certain nombre de domaines, cela ne bouge pas. Et en matière de terrorisme, en matière de grande criminalité, en matière de lutte contre les trafiquants de stupéfiants, il n'y a pas d'évolution. Mais je le dis, nous ne sommes pas hostiles, mais nous ne voulons pas que cela perturbe l'enquête et que cela atténue les droits des victimes. Vous êtes vice-président de l'UMP et samedi dans le Figaro, Jean-François Copé, François Baroin, Christian Jacob et Bruno Le Maire ont publié une tribune appelant une sorte de sursaut de la droite pour pas perdre en 2012, écrivent-ils. Est-ce qu'elle vous a choqué cette tribune ? Est-ce que vous le prenez comme un conseil ? Visiblement, le président n'était pas très content de ce texte. Quel a été votre sentiment quand vous avez lu ce texte ? Il faut éviter 2 écueils. Il faut éviter le premier écueil parce que vous nous reprochez, si on est toujours tous d'accord sur tous les sujets, d'être des godillots. Et puis quand il y a débat, lorsqu'il y a sensibilité, lorsqu'il y a expression, vous dites c'est la zizanie. Non, il faut éviter ces 2 écueils, ni godillot, ni zizanie. Chacun doit pouvoir apporter sa pierre à condition que cela soit pour construire. Et donc, j'observe la démarche de François Baroin, Jean-François Copé, Bruno Le Maire et Christian Jacob, j'en suis convaincu, comme un élément de construction. Alors,
Hier soir, au bureau politique de l'UMP, une décision importante a été prise avec le vote du protocole d'accord visant à indemniser la ville de Paris dans le cadre de l'affaire judiciaire des emplois fictifs, qui vaut à Jacques Chirac d'être renvoyé devant un tribunal. Seul Louis Giscard d'Estaing, fils de son père, élu du Puy-de-Dôme, comme vous, a voté contre. Comment vous comprenez cette vendetta auvergnate ? Ah ben, vendetta, ça veut dire qu'il faudrait être plusieurs. Donc c'est rare qu'on fasse une vendetta tout seul. En même temps, c'est aussi ça passe de famille en famille. Bon, écoutez, vous venez de donner certainement des éléments de réponse dans votre interrogation. Moi, j'observe simplement que des années après, il est bon de solder le passé. Brice Hortefeux, merci. Et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.